Eh bien, merci à tous d'être là. Merci d'être là en présence. Merci d'être là en ligne. Je ne n'introduis pas plus longtemps. Je rentre dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire et je suis très impatiente de vos commentaires et de vos réactions. Donc, les théories de la fiction, comme vous savez, ont ressuscité le personnage. La théorie des mondes possibles a légué à la littérature l'assimilation des artefacts ou des ensembles d'artefacts fictionnels à des mondes, aussi vagues que soit ici le sens de monde. Je ne vais pas polémiquer aujourd'hui directement, ou peut-être que si, avec Olivier Caïra, qui ne veut pas que chaque livre soit un monde, mais nous, on va considérer que chaque livre est un monde, hein, que chaque roman est un monde. Et cette conjonction d'influences a conduit, à partir de la fin du siècle dernier, à considérer les œuvres comme des lieux de vie fictionnels, plus ou moins meublés et plus ou moins peuplés. Alors, en laissant de côté les débats avec Olivier Caïra, par exemple, que cela peut susciter, j'ai pris le parti d'embrasser ces présupposés et d'en tirer les conséquences les plus radicales possibles. J'envisage donc les personnages comme des populations et je leur applique quelques-uns des outils fournis par la démographie des populations réelles. Cependant, aujourd'hui, je ne vais pas me focaliser sur la comparaison entre population réelle et fictionnelle, même si je l'ai fait par le passé. J'ai par exemple comparé l'ensemble de la population de Balzac avec l'ensemble de la population de Dickens et avec les populations de la même époque, française et anglaise. Mais ma présentation d'aujourd'hui va être d'une certaine façon plus modeste, puisque je ne vais prendre en compte principalement que deux critères. Le volume de la population fictionnelle, c'est-à-dire le nombre de personnages pour chaque œuvre, nommés et non nommés, et l'intensité de l'attention narrative qui leur est accordée. Alors, l'intention narrative peut évidemment se décliner de bien des façons, mais ici, pour moi, l'attention narrative, c'est le nombre de fois où le nom de chaque personnage est cité dans une œuvre. C'est à partir de ces données simples que j'ai défini grâce à l'aide absolument inappréciable d'Aurélien Maignan, ici présent, les styles démographiques ou façons de peupler les mondes qui sont donc l'objet de cette présentation. Il va de soi qu'on pourrait procéder tout à fait autrement, par exemple en ne prenant en compte que les personnages nommés. Ce serait d'ailleurs plus facile. Mais j'ai voulu ici adopter une perspective plus holistique et ça entraîne, comme vous le verrez, certaines conséquences. Alors, dans un premier temps, donc, je vais très brièvement présenter le projet et la méthodologie adoptée. Je demande pardon à ceux qui connaissent déjà le projet, ça va être un peu répétitif. Dans une deuxième partie, je vais faire la transition entre l'ancien et le nouveau en résumant les conclusions générales auxquelles j'ai abouti dans les années précédentes au cours de cette recherche, c'est-à-dire sans Aurélien. Et je vais montrer que la visualisation réalisée par lui, de même d'ailleurs, je vais aussi montrer celle qui a été réalisée par l'équipe d'Alexandre Geffen et dont je reparlerai, mais je vais montrer que cela les confirme. La troisième et la quatrième partie sont les plus novatrices par rapport à ce projet et elles concernent donc les styles démographiques que je m'étais d'abord employé à définir de façon théorique en plaidant pour leur introduction dans le vocabulaire narratologique. Mais grâce donc à l'outil informatique et ses visualisations, je suis maintenant en mesure de proposer une typologie. Et c'est pour moi donc un grand pas dans mon projet. La troisième partie comprendra donc un point de méthode. Aurélien donnera des explications techniques concernant ce que nous avons appelé la boîte à monde. Et nous présenterons ensuite les variables qui permettent de définir ces styles et puis la définition des styles que nous avons repérés. Dans la quatrième et dernière partie, je me demanderai dans quelle mesure un style peut être assigné à un auteur ou un genre, féminin ou masculin ici, et je montrerai pour finir quelques cas d'études qui montreront quelle partie éventuelle pour l'analyse littéraire peut apporter l'identification des styles démographiques.
Alors donc, tout d'abord, historique et méthodologie du projet. Alors, l'acte de baptême de la démographie des personnages pour moi et le congrès de la SFLGC organisé par Anne Duprat, ici présente à Amiens, Nouveau Monde et Nouveaux Romans, où le 27 novembre 2015, sans peur et sans reproche, j'ai présenté avec les personnes qui constituaient alors mon équipe les principes de ce que j'avais appelé la démographie des personnages. Cette démographie était alors fondée sur le corpus très modeste, pour ne pas dire ridicule, de 24 romans français et anglais de la première moitié du 19e siècle. J'avais choisi cette période parce que l'objectif de comparer population réelle et population fictionnelle m'a mené à privilégier le roman réaliste. En outre, le milieu du 19e siècle est la première période où on a des relevés démographiques sophistiqués concernant la population réelle. Donc, c'est à partir d'ailleurs de ces recensements effectués en France et en Angleterre au milieu du 19e siècle que mon équipe et moi avons alors conçu le cadre des informations que j'ai ensuite essayé de collecter à propos des personnages. Statut matrimonial, taux de natalité, taux de mortalité, mobilité sociale des personnages. C'est à partir de cette démographie réelle que j'ai conçu aussi la nomenclature des occupations professionnelles que j'ai utilisées. Cela m'a amené à traiter les romans historiques à part, car évidemment, pour l'Antiquité, par exemple, les nomenclatures fabriquées au XIXe siècle n'ont pas grand sens. Alors donc, 7 ans plus tard, ce projet a déjà 7 ans, le corpus comprend 147 romans français et anglais que j'ai choisis parce qu'ils appartiennent aux best-sellers de l'époque, selon les historiens du livre, à quoi s'ajoute le corpus qu'on pourrait appeler en tout cas le corpus du canon contemporain, c'est-à-dire les œuvres citées au moins une fois par les lecteurs d'aujourd'hui sur le site Goodreads. J'ai également ajouté un certain nombre de romans féminins pour 2 raisons. J'ai en effet tout de suite remarqué une grande différence entre les romans écrits par les hommes et par les femmes. Et comme cela me donnait de la curiosité, eh bien, j'ai rentré dans la base de données le plus de romans féminins possible. En outre, j'ai découvert que plus de 30% des romans vendus vers 1830, en consultant des catalogues de libraires, étaient écrits par des femmes. Et donc, en définitive, les romans français féminins, français et anglais, représentent 36% du corpus étudié. À partir de ce corpus, a été donc constituée au fil des ans une base de données qui indique les noms de naissance et de mariage des personnages, leur statut ontologique, historique ou surnaturel, leur âge, leur statut matrimonial, leurs enfants, leur décès, date et cause, leur appartenance nationale ou religieuse, leur occupation, leur secteur d'activité et les changements éventuels de ces états. On indique aussi si les personnages participent à la diégèse ou non, c'est-à-dire s'ils sont seulement nommés dans les conversations, les pensées, les analepses, les histoires insérées. La même nomenclature existe pour les personnages anonymes, à quoi s'ajoute un autre comptage. Vous allez tout de suite, très vite en voir l'application. Si les personnes anonymes sont des personnages individuels ou s'ils sont dans des groupes qui ont un nombre ou des groupes sans nombre ou s'ils appartiennent à une foule. Et j'ai une troisième base qui est un petit peu moins élaborée qui concerne les animaux nommés. Ce relevé a été effectué manuellement, toute tentative de comptage informatique ayant montré d'indépassables limites. Plusieurs équipes et plusieurs logiciels, normalement celui de Stanford, le SNARE pour Stanford Name Entity Recognition, ont été sollicités, essayés, usés, abandonnés. Cela dit, c'est un appel au peuple. Je ne renonce pas à arriver à utiliser une intelligence artificielle un de ces jours pour faire ce travail. Parce que effectivement, le comptage manuel m'a pris 7 ans pour arriver à un travail absolument titanesque et qui n'est même pas du tout parfait, comme vous allez voir.
Donc, évidemment, bon, c'est inutile de rentrer dans les détails. Pour l'instant, ces comptages informatiques ne marchent pas parce qu'évidemment, aucun programme informatique ne comprend si un personnage a changé de nom, qu'il ne s'agit pas de plusieurs personnages, etc. Hein, donc, le comptage est toujours extrêmement faux. Pour aller vite, il compte 3 fois plus de personnages chez Austin, il compte 16 fois plus de personnages chez Scott. Et j'ai pas énormément de temps, mais je pourrais vous expliquer pourquoi. Donc, bon, je passe un peu. La méthode de comptage artisanal comporte évidemment d'immenses difficultés. Vous pouvez vous imaginer que, évidemment, le protocole a été plusieurs fois modifié au cours du projet. C'est le cas de tout projet de ce type, mais donc les romans ont tous été comptés plusieurs fois. Été comptés, les personnages des romans ont été comptés plusieurs fois. Il faut aussi prendre en compte le degré de précision qui est très variable selon les personnes qui ont participé au projet à un moment ou à un autre, ce qui a entraîné une certaine disparité dans les résultats. D'ailleurs, si le compte des personnages nommés qui sont présents dans la diégèse, hein, qui sont présents sur la scène de l'action, est généralement juste, et encore pas toujours, celui des personnages qui ne sont mentionnés que dans les conversations, à la faveur d'analepse, etc., est assez flottant. Le compte des personnages anonymes est encore plus difficile car il est très fastidieux. Chaque vérification de comptage m'a révélé qu'il y a toujours plus d'anonymes que ce qui a été relevé. Il manque toujours un cocher oublié, il y a toujours un cocher oublié, un passant qui passe inaperçu, etc. Et il y a des romans particulièrement longs, comme Les Illusions perdues, Les aventures de Mr. Pickwick et Les mystères du peuple dessus, où le courage a manqué et les anonymes n'ont pas été comptés et ne le seront probablement jamais. Or, dans les visualisations que nous allons vous montrer, comme je l'ai dit, nous avons pris en compte tous les personnages, participant ou non à la diégèse, qui sont distingués dans la base de données, mais qui ne sont pas distingués dans les visualisations. Et c'est donc sur un corpus plus restreint. Je vous ai dit que mon corpus majeur comportait 147 romans. C'est sur le corpus de 115 romans que cette analyse repose. Et ces romans sont ceux où le compte des personnages nommés et des anonymes a été réalisé et est fiable, ou plutôt fiable. Je ne vais pas résister au plaisir, par exemple, de vous montrer Les Illusions perdues, où il manque les anonymes, mais où c'est quand même intéressant. Et mes 115 romans, c'est parfaitement suffisant pour notre propos d'aujourd'hui. Alors, je précise que je dispose en fait de 5 bases de données, donc celles où sont traités les personnages de romans où l'action se situe au 19e siècle, je les appelle romans contemporains, la base des romans historiques, qui sont à peu près 20% du corpus, et cela fait les 147 romans du corpus principal. J'ai encore une base où figurent tous les romans de Balzac, une base où fournit tous les romans de Dickens, et une base qui ne contient que les mystères du peuple, qui fait à toute seule 3000 personnages d'Eugène Sue, et que nous n'avons pas exploité dans cette présentation parce qu'elle faisait exploser le serveur. C'est vrai. Alors, deuxième partie, quelques résultats antérieurs et leur visualisation. Donc, avant d'en venir au style démographique, je voudrais résumer très rapidement quelques-uns des résultats auxquels je suis parvenue grâce à ce projet. Il résulte de calculs et vous constaterez qu'ils sont confirmés par les différentes visualisations qui ont été réalisées par Aurélien Maignan. Alors, le premier résultat est une évolution incontestable. Le nombre de personnages, alors j'entends là maintenant les personnages nommés, hein, les personnages nommés par roman en moyenne, évoluent considérablement entre le début et la moitié du 19e siècle. Il y a 30 personnages par roman en moyenne entre 1796 et 1820. Et il y en a 26 si on enlève les romans de Walter Scott.
Donc, on comprend que Walter Scott change la donne. Hein. Il y a 47 personnages par roman entre la période entre 1820 et 1840, et il y a 61 personnages par roman en moyenne entre 1841 et 1863, même si on met Nerval où il n'y a personne. Hein. Mais il y en a 103 si on rajoute les mystères du peuple. Donc, vous voyez de 61 à 103 combien les mystères du peuple, qui est un monstre absolu, change tout. Alors, les romans sont aussi beaucoup plus longs, mais le nombre de personnages n'est pas forcément corrélé à la longueur. Vous imaginez bien qu'on s'est bien douté qu'entre longueur et nombre des personnages, il y avait un rapport. Hein. On a calculé la densité, bien sûr, hein, des romans. Mais La Rabouilleuse, par exemple, de Balzac est un roman relativement court qui est extrêmement peuplé, tandis que Corinne de Madame de Staël est un roman très long avec peu de personnages. Alors, je vous montre aussi le tableau de Balzac, les romans de Balzac entre 1829 et 1847. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais vous voyez qu'il y a chez Balzac une augmentation régulière du nombre de personnages par roman. Hein. On est dans les 30, 37, 30, 30, 30. Et puis après, à partir de la fin des années 30 et à partir des années 40, ça monte. On a 106, on a 142, on a 111, on a 83, on a 131. Balzac grossit sa population au fur et à mesure hein, du siècle. Je vais vous montrer un autre exemple, le prochain. Donc, je vous ai dit que le deuxième résultat majeur, c'est que les autrices, dans la période considérée, écrivent des romans beaucoup moins peuplés que les hommes, même quand elles écrivent des romans historiques. Cependant, au milieu du siècle, j'ai suivi la carrière de deux d'entre elles qui sont dans notre corpus celles qui ont les carrières les plus longues. Et effectivement, ces deux-là, c'est un peu des exceptions. Elles produisent des romans beaucoup plus peuplés à la fin de leur carrière qu'au début de leur carrière. C'est Sophie Gay et Catherine Gore, une Française, une Anglaise. Vous voyez, et Catherine Gore est intéressante parce qu'elle fait deux best-sellers. En 25, elle fait un best-seller avec 7 personnages et en 31, elle fait un best-seller avec 94 personnages. Sophie Gay, ce n'est pas un best-seller, mais c'était un roman très aimé et très populaire. 25 personnages avec Lord Estelle en 1802, mais 148 avec Eleanor en 1844. Donc, c'est vraiment, mais c'est un peu un apax, hein, un nombre aussi important pour un roman féminin. Alors, le troisième résultat est que les romans historiques sont plus peuplés que les autres, en personnages nommés et en anonymes. Bien sûr, ça se conçoit hein, par l'importance des combats, des guerres, des exécutions qui impliquent généralement beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est avec Waverley de Walter Scott, à mon avis imité par Victor Hugo, je l'expliquerai tout à l'heure dans Notre-Dame de Paris, que la population des romans, à partir de ces romans, se modifie durablement au XIXe siècle. Alors, il y a bien d'autres résultats que je ne vais pas développer aujourd'hui. Les best-sellers sont généralement plus peuplés que les autres romans, surtout à partir de 1830. Hein. Les œuvres anglaises contiennent en moyenne plus de personnages que les œuvres françaises. Alors, un résultat intriguant qu'a trouvé Aurélien informatiquement, la densité moyenne par tranche de 5 ans est stable dans le corpus, sauf dans un moment de mutation qui est véritablement 1825-1830, hein, 1835 même. Hein. Notons aussi que certains auteurs ont publié à quelques années d'intervalle des romans ayant exactement la même taille de monde et le même nombre de personnages. C'est Eugène Sue, c'est Bulwer Lytton. Certains auteurs ont des styles de densité homogène malgré des tailles de monde et de populations très différentes. Alors, je signale que la densité est ici calculée très simplement, on fera des choses plus sophistiquées ultérieurement, par le nombre de personnages divisé par le nombre de mots et multiplié par 100 pour que ce soit lisible. Alors, la densité, alors les visualisations confirment ces résultats. Je vais vous montrer celle qu'a fait l'équipe d'Alexandre Geffen. Les romans masculins
en vert, les romans féminins en dessous, hein, et on voit effectivement une augmentation absolument phénoménale de la taille des personnages de romans. Et c'est publié dans Infographie littérature littérature et infographie qui est paru cette année. Mais on va vous montrer une autre visualisation maintenant qui est celle réalisée par Aurélien. Et là, vous voyez effectivement les romans faits par les hommes. Alors, explique peut-être. Et puis les romans faits par les femmes devant. Donc, les femmes aussi font des romans plus peuplés, mais jamais dans la même mesure que ne le font les hommes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour signaler pour expliquer le graphique? Oui, ce que vous avez ici, c'est donc au premier plan les romans féminins, hein, triés par ordre chronologique de gauche à droite, donc vous les voyez ici, et les romans masculins au fond du graphique, avec à chaque fois la taille de la bille qui indique en fait la taille du monde, et la hauteur de la bille qui indique la taille de la population. Donc vous voyez effectivement cette courbe ascendante dont parlait Françoise, hein, qui confirme tout à fait les visualisations qu'on vous a montrées précédemment. Alors, troisième partie, venons-en un peu au nœud de la chose, les styles démographiques. Je vais d'abord vous parler donc de la méthode. Non, c'est Aurélien qui va parler de la méthode, mais j'introduis en disant que depuis 2019, j'essaie de promouvoir la notion de style démographique ou façon de peupler un monde. Ces styles démographiques reposent sur les critères suivants: quantitatif, volume de la population, importance numérique du personnage, ontologique, nommé ou non nommé, individualisé ou en groupe. Alors, après réflexion, nous avons suspendu, je dis nous ici, Aurélien et moi, dans la préparation de ce que vous allez voir, le critère narratologique, être présent ou non sur la scène de l'action, participer à la diégèse, mais même dans ce qu'on fait, c'est très facile à rétablir, hein, puisqu'on a codifié différemment ces personnages. D'autres paramètres peuvent être pris en compte, mais nous n'aurons pas le temps de les exploiter. La répartition genrée. Sur tout le corpus, il y a à peu près 27% de personnages féminins, celle entre les personnages historiques et fictionnels, celle entre les nobles et les non-nobles, celle enfin qui touche à la répartition en termes d'occupation professionnelle, de statut social et de revenus. Mais Aurélien en dira quand même un petit mot. On pourrait aussi distinguer les personnages où les personnages sont majoritairement jeunes ou vieux, puisqu'on a toutes ces données. Il suffit effectivement d'en tenir compte dans les visualisations, mais enfin, on n'a pas voulu faire trop compliqué. Alors, le style démographique devrait prendre aussi en compte, peut prendre en compte le taux de complétude d'un roman selon le volume d'informations données sur les personnages, la préférence pour les groupes nombrés ou non nombrés. Vous saurez par exemple qu'Alexandre Dumas adore les nombres, surtout les grands nombres, mais les données du projet telles qu'elles sont conçues ne me permettent pas d'analyser le type de relation entre les personnages, ce que font souvent les humanités numériques, mais ma base de données ne permet pas de le faire. Alors, avant d'en venir au style démographique, je voudrais m'interroger sur justement la pertinence du mot de style. Franco Moretti, qui a été d'un grand conseil pour le projet, m'a suggéré de parler plutôt de structure. Et en effet, ce que nous allons montrer s'apparente à des structures de population. Le style est certainement, pour reprendre la définition de Laurent Génie, la manière caractéristique d'une forme. Mais est-il, en suivant les définitions de ce critique, la marque d'une singularité? Est-il repérable et répétable? Alors, nous allons voir que certains types de structures de population caractérisent parfois des auteurs, certains imitent le style d'autres, démographique d'autres, parfois une époque, parfois un genre littéraire, parfois un genre au sens de gender, parfois une œuvre singulière. Mais il faut aussi souligner qu'il est douteux qu'un auteur ait pleine conscience de son style démographique, comme sans doute de son style tout court d'ailleurs, même si certains auteurs comme Stendhal et Hugo expriment explicitement
des considérations sur leur façon de peupler leur fiction. Quant au caractère repérable du style démographique, c'est justement la grande question. Alors, les lecteurs au milieu du 19e siècle, comme aujourd'hui, se plongent plus volontiers dans les univers très peuplés, la fantaisie par exemple, hein, ce qui montre qu'on perçoit le nombre. Mais expérience que j'ai faite pendant des années, personne n'est capable de dire, même approximativement, combien de personnages nommés il y a dans un roman, même un roman qu'il ou elle connaît bien. Personne n'a la moindre idée de la présence ou encore moins du nombre d'anonymes. Le style démographique est donc contre-intuitif. Il n'apparaît que grâce à un comptage minutieux, comme je vous l'ai expliqué, et grâce à la visualisation fournie par un programme informatique. Par conséquent, d'un point de vue théorique, mettre à jour ces styles ne s'inscrit pas du tout dans la lignée du reader response. Cela peut être éventuellement considéré comme une sorte de démarche structuraliste, dans le sens où il faut mettre au jour une structure qui passe inaperçue, mais avec l'assistance d'un programme informatique. Cependant, l'héritage du structuralisme est très relatif, dans la mesure où la démographie des personnages prend le contre-pied d'une conception du personnage comme fonction au sens de propre, comme un fil conducteur au sens de Tomaszewski, comme un produit combinatoire au sens de Barthes. Elle l'envisage comme le personnage comme une personne qui aurait ce type d'existence très particulier, qui est une vie fictionnelle et qui fait partie d'une population. Alors, je laisse maintenant la parole à Aurélien qui va vous parler technique et méthode. Oui, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, ce que je vais essayer de faire pour ma part, et si possible succinctement, c'est de vous présenter essentiellement nos choix méthodologiques en termes d'analyse quantitative. L'outil principal sur lequel on appuie pour l'instant l'analyse des styles démographiques, on le surnomme, comme l'a dit Françoise, la boîte à monde. Vous l'avez actuellement sous les yeux. Et si je vous affiche dans cette boîte la totalité des mondes du corpus, vous avez quelque chose qui évidemment est relativement illisible, mais qui vous donne une idée de ce sur quoi on travaille. Alors, la boîte, c'est une visualisation en 3 dimensions des données, dans laquelle on va pouvoir afficher à chaque fois, le style de peuplement d'un ou plusieurs romans et automatiser certaines analyses. L'un des principaux défis de cette visualisation, qui est toujours en cours d'amélioration, c'est de rendre lisible une information qui est à la fois démographique, sur la taille et la structure de la population fictionnelle, mais aussi narrative. Comment est distribuée l'attention narrative. Alors, comme Françoise l'a souligné, le style démographique, il repose sur des données qui sont quantitatives et sur des données qui sont ontologiques. Donc, il faut construire un outil qui nous aide à la fois à comprendre comment sont distingués les héros, ce qu'on appelait autrefois les personnages principaux, et lesquels, mais aussi d'éclairer la condition de centaines, parfois de milliers, si ce n'est de millions, de personnages qui sont nommés ou qui sont anonymes. Et puis, bien sûr, le second défi du visualisateur, c'est d'encoder l'information de manière à ce qu'on puisse comparer des structures démographiques dans des fictions qui peuvent avoir des tailles et des formes très différentes, par exemple de longs romans très peuplés ou de courtes nouvelles. Alors, pour comprendre le fonctionnement du programme que je vais essayer de vous expliquer, je vais prendre l'exemple d'un roman de Balzac qui est Les Chouans. Donc là, ce qui s'affiche à l'écran, j'imagine que vous avez du mal à lire ici, c'est Les Chouans de Balzac, c'est le style de peuplement des Chouans. Donc la boîte modélise plusieurs informations, comment la lire. Il y a plusieurs principes de base. Alors, le premier principe, c'est que chaque bille représente un individu qui peuple le monde. C'est l'idée d'une démographie où chaque individu est signalé visuellement. Il y a une équation de dispersion, dont je vous passe le détail mathématique. J'ai réparti les billes autour d'un cercle, que vous voyez bien ici. Et c'est important de comprendre que la position des billes sur le cercle est arbitraire. Donc, ce n'est pas une information qu'on peut utiliser. Cela dit, le fait d'utiliser la dispersion en cercle va permettre de beaucoup mieux visualiser la dispersion, la densité, et va aussi permettre au programme de faire des calculs. Autre principe de base, la taille de chaque bille indique le nombre d'occurrences, donc le nombre de fois où un personnage est cité dans le récit. Donc, par exemple, ici, dans Les Chouans de Balzac, vous avez Marie de Verneuil qui est citée 486 fois, donc la bille est plus grande. Autre principe, la boîte à monde se décompose en différents cercles. Ces cercles, vous les avez ici à l'écran. À partir du cercle qui est
marqué 0 sur l'axe Z. Vous avez ici l'axe, donc vous avez ici un cercle 0. Toutes les billes qui sont en dessous du cercle 0 indiquent des personnages qui sont anonymes. Ce qui veut dire que vous avez ici 3 cercles que vous voyez. Pardon, donc ce cercle-ci, celui-là et celui-là indiquent uniquement des personnages anonymes. Le cercle qui se trouve à moins 200 figure des anonymes qu'on appelle individuels, c'est-à-dire des personnages qui sont anonymes mais pointés comme un seul individu, par exemple le jardinier. Le cocher. Le fameux cocher. Le fameux cocher. On a beaucoup de cochers. Mais on y a aussi mis les groupes de personnages inférieurs à 5. Par exemple, quand Balzac écrit « Là, j'ai 2 paysans », vous avez 2 billes avec chacune siglée 2 paysans. Si vous avez 4 soldats, vous avez 4 billes avec à chaque fois 4 soldats. Le second cercle en dessous, donc le cercle constitué à moins 400, désolé avec le PowerPoint, la visualisation est un tout petit peu plus compliquée, mais ce cercle-ci figure les anonymes qui sont dans des groupes entre 5 et 200 personnes. Donc, lorsque les groupes sont chiffrés, comme le soulignait Françoise, on a un nombre de billes exact. Par exemple, lorsque Balzac écrit 120 soldats, on a 120 billes, chacune siglée 120 soldats. Et lorsque les groupes sont non nombrés, par exemple, quelques dizaines de soldats, dans ces cas-là, le programme propose une pondération aléatoire qu'après on corrige selon ce qui nous paraît le plus pertinent. Donc, il y a une intervention humaine dans cette pondération. Et puis, le dernier cercle, c'est exactement le même principe, sauf que ce cercle-là signale les foules. Et on définit ici une foule comme un groupe de plus de 200 personnes. Même principe, lorsque la foule est nombrée, par exemple des dizaines de milliers de chouans, on affiche un nombre de billes correspondant. Et lorsque la foule n'est pas nombrée, on la pondère avec une part d'aléatoire entre 500 et 1000 billes en général. Et en général, quand on excède les 1000 billes, ça ne nous sert plus à rien en termes de visualisation. Donc voilà pour la conception de la boîte à monde. Et à partir de 0, donc je reviens à mon cercle 0 qui est ici, toutes les billes qui sont situées au-dessus du cercle 0 sont des personnages qui sont nommés, avec une bille par personnage à chaque fois. Et à partir du cercle 0, ce qui change, c'est que les billes sont réparties verticalement selon le nombre d'occurrences. Donc en un sens, on pourrait dire que l'information est visualisée 2 fois, puisque plus une bille est grande, plus elle est haute. Cela dit, cette double visualisation, outre qu'elle va nous permettre à l'œil nu de mieux comprendre certaines informations narratives, elle va aussi permettre au programme d'améliorer certains calculs. Donc pour résumer, la visualisation permet d'afficher la structure globale d'une démographie fictionnelle en intégrant la double problématique qui est à la fois ontologique, les personnages ont-ils un nom, et quantitative, quelle place occupent les personnages dans le récit. Alors bien sûr, ces visualisations, elles contiennent assez d'informations pour qu'on puisse espérer à l'œil nu caractériser certaines différences, caractériser certains styles, mais vu la complexité du corpus, vu la quantité de personnages, en tout on a quand même près de 300 000 individus, et vu le nombre de romans, il m'a semblé pertinent d'informatiser un petit peu la comparaison pour essayer de fonder des hypothèses sur des calculs qui sont plus objectifs, mais qui ont aussi leurs défauts, sur lesquels je reviendrai un petit peu si j'ai le temps. Donc on entre maintenant dans une nouvelle étape de l'analyse, qui va être la constitution de variables. Donc ce que fait le programme, c'est qu'il quantifie plusieurs informations qui vont nous permettre de caractériser des styles démographiques. Alors quelles sont ces variables? Pour le moment, on travaille avec 5 variables. Ces 5 variables ont une valeur, ternaire ou binaire, le plus souvent binaire, et chaque roman ne peut avoir qu'une valeur par variable. Je vais rapidement évoquer les 5 variables, puis je vais revenir un tout petit peu plus longuement après sur chacune d'entre elles. Tu veux pas mettre le PowerPoint? Ah oui, pardon. Donc, vous avez ici les 5 variables. On en propose 3 qu'on appelle déterminantes, au sens où elles vont permettre de caractériser efficacement un style, ou de dire que tel roman ne correspond pas à tel style démographique. Et on a aussi 2 variables qu'on appelle accessoires, qui ne déterminent pas le style, mais qui vont permettre de préciser, d'affiner l'interprétation. Par exemple, si 2 romans ont exactement les mêmes variables, les mêmes valeurs de variables dans les variables déterminantes, on va pouvoir affiner avec les variables accessoires. Donc la première variable, c'est ce qu'on appelle la structure de la population de premier niveau. Pour le dire rapidement, c'est la manière dont sont organisées les billes les plus grandes. C'est la structure que prennent les billes les plus hautes et les plus grandes, donc, dans les visualisations. La deuxième variable, c'est la répartition de l'attention narrative. Donc, pour le dire très prosaïquement, c'est en fait la hauteur, la verticalité que va prendre la visualisation. La troisième variable, c'est tout simplement la taille de la population globale, donc le nombre de billes nommées et anonymes compris, qu'affiche une visualisation.
Et les deux variables accessoires, c'est d'abord le nombre de personnages nommés à faible occurrence, ce qui visuellement signifie la densité de ce cercle ici, qui est entre 0 et 40, avec une pondération dont je vous passe les détails, mais c'est en gros la densité de celles et ceux qui ont un nom, mais qui ne sont cités que très peu de fois. Et la deuxième variable accessoire, c'est la présence ou non de foule. Donc tout simplement, est-ce qu'il y a ce cercle ici en moins 600? Alors je reviens un petit peu plus dans le détail sur chaque variable. Donc la première, comme je le disais, c'est la structure de la population de premier niveau. Ça désigne donc la répartition de ce qu'on pourrait appeler les héros, les héroïnes, et aussi des personnages secondaires. Le programme va déterminer automatiquement si le roman présente un cercle primaire, un cercle secondaire, et parfois des cercles ternaires ou quaternaires. Et ensuite, le programme va classer les romans en 3 catégories. Premier cas de figure, première valeur de la variable, certains romans sont dits hérocentrés. Un roman hérocentré, un exemple, c'est par exemple Madame Bovary de Flaubert. Donc, je vous affiche Madame Bovary de Flaubert. Les romans qu'on dit hérocentrés sont ceux qui présentent un cercle primaire, avec un ou deux personnages, pas plus, et éventuellement un cercle secondaire, mais qui n'excède pas 5 personnages. Donc ici, le programme détecte un cercle primaire avec 2 personnages, qui sont Emma et Charles, évidemment. Le programme détecte aussi un cercle secondaire, avec ici Léon et ici Rodolphe. Et donc, le roman coche toutes les cases pour être hérocentré. Le second cas de figure, c'est des romans qui restent hérocentrés, mais qui ont une structure qu'on nuance un petit peu et qu'on appelle une structure hérocentrée chorale. Donc, ce sont des romans qui présentent un cercle primaire, qui peut avoir plus que 2 personnages, ou un cercle secondaire qui peut avoir plus de 5 personnages. Je vous montre ça tout de suite avec un exemple. Donc, Les Beaux Messieurs de Bois Doré, de Georges Sand. Qui est presque une couronne. Qui avoisine la couronne. Ouais, c'est ça. Donc, pourquoi le programme reconnaît-il Les Beaux Messieurs de Bois Doré comme un roman hérocentré choral? Parce qu'on a un cercle primaire très clair avec le comte de Bois Doré, mais un cercle secondaire qui contient plus que 5 personnages. Donc, on apporte une nuance en disant que certes, le roman est centré sur un héros, mais qu'on le considère comme hérocentré choral, vu un cercle secondaire avec une certaine densité. Et puis, le troisième cas de figure, c'est le roman qu'on appelle tout simplement choraux, à structure chorale, qui sont en fait tous les autres cas de figure. L'exemple que je peux vous montrer, c'est un roman de Lewis qui s'appelle The Monk. Vous voyez ici que le programme identifie un seul cercle primaire, mais ce cercle primaire est peuplé de beaucoup plus que 3 personnages, on en a ici 5, donc il est classé comme choral. J'en viens à la deuxième variable, qui est donc l'attention narrative. Prosaïquement, je vous l'ai dit, la hauteur de la visualisation. Plus la boîte gagne en altitude, plus certains personnages bénéficient d'une forte attention narrative. Plus la boîte gagne en altitude, plus il peut y avoir une disproportion entre l'attention accordée par le récit aux personnages principaux et au reste de la population. Donc, à nouveau, le programme fait un calcul basé sur des hauteurs moyennes et va répartir les romans en simplement 2 groupes, cette variable est binaire. On dira que certains romans ont une structure haute, lorsque certains personnages reçoivent une attention narrative qui est disproportionnée, et on dira que certains romans ont une structure basse, lorsque tous les personnages reçoivent une attention narrative qui est répartie de façon moins disproportionnée ou plus égalitaire. Je vous prends comme exemple une comparaison entre Madame Bovary, que vous avez déjà vue. Donc je remets Madame Bovary, et vous voyez que Madame Bovary est certes hérocentrée, mais la structure reste plutôt basse. L'attention narrative n'est pas trop disproportionnée entre Emma et Charles et le reste de la population. Mais si je prends Corinne de Staël, si je prends le roman Corinne de Madame de Staël, vous voyez qu'on a une structure qui ressemble à celle de Madame Bovary, que je vais vous remettre. Je suis désolé, c'est un peu... Où on voit en orange Madame Bovary, en rose Corinne ou l'Italie. Chez Madame Bovary, c'est 2 héros. Chez Corinne, c'est 2 héros, donc Corinne et Oswald. Les 2 sont hérocentrés, mais la structure de Corinne est beaucoup plus haute. Et puis enfin, troisième variable, c'est simplement la densité, enfin, disons, la taille globale de la population, le nombre de billes. C'est la plus simple, mais ce n'est pas forcément la plus visuelle. La population globale est calculée, là encore, autour d'une médiane et classe les romans en 2 catégories, à savoir les romans qu'on va dire denses, lorsqu'ils sont fortement peuplés, et les romans qu'on va dire clairsemés, lorsqu'ils sont faiblement peuplés. Donc, je vous prends 2 exemples très radicaux du corpus. Je vous prends Eugène de Rothelin, un roman de Souza, qui est un roman très clairement clairsemé. Vous voyez une très faible quantité de population. Et je le compare avec Les Misérables de Victor Hugo, où vous allez voir qui est un des romans les plus denses du corpus, où là, on a très clairement un roman qu'on considère comme dense. Donc voilà pour ces 3 variables. Et on en ajoute 2 accessoires.
Je vais laisser Les Misérables. La première, je l'ai dit, c'est la densité des personnages nommés, mais à faible occurrence, donc à peu près la densité 0. Et là, chez Hugo, on a en fait une des densités de personnages nommés à faible occurrence les plus fortes. La plus élevée. Oui. Ouais, On en parlera tout à l'heure. C'est une des plus fortes du corpus. Vous voyez qu'on a un cercle extrêmement dense ici. Et on a beaucoup de romans où ce n'est pas le cas. Et donc ça va permettre d'affiner certaines choses. Et comme certains travaux antérieurs de Françoise en ont fait l'hypothèse, ça indique, on va dire, des auteurs et des autrices qui ont le souci de nommer les petites gens, de ne pas laisser les petites gens anonymes. Donc voilà pourquoi cette variable sert à affiner. Et puis la deuxième variable accessoire, cette fois-ci je ne me répète pas, c'est effectivement le cercle de foule, ce qui indique plutôt le souci chez les auteurs et les autrices de représenter de vastes mouvements de population. J'ouvre une très brève parenthèse, que je vais faire vraiment très brève, pour vous montrer, est-ce que vous voulez que je saute cette partie? C'est sûr, c'est quoi? Les catégories socio-professionnelles. Alors, dans le futur, on pourra utiliser notamment le genre des personnages, mais aussi leurs catégories socio-professionnelles. Parce que dans les données telles qu'elles sont structurées, les personnages sont répartis en 28 catégories socio-professionnelles, donc des paysans, des ouvriers, des propriétaires, des ecclésiastiques, etc. Et on pourra utiliser à terme, en fait, ces catégories pour affiner les styles démographiques qu'on va vous présenter dans un instant. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, ce que vous avez, c'est les mêmes billes que dans la boîte à monde, avec les mêmes romans, mais triés différemment, évidemment. Et sur l'axe Z, vous avez cette fois, j'imagine que c'est difficile à lire, vous avez les 28 catégories socio-professionnelles, approximativement classées des couches les plus défavorisées, donc les ouvriers, les paysans, aux couches les plus favorisées, donc les membres du pouvoir législatif, les propriétaires, etc. Et puis, ça va nous permettre d'identifier certains romans qui ont des styles qui sont très représentatifs de la société, évidemment, où on a une certaine transversalité dans les catégories socio-professionnelles qui sont présentes. J'active juste ça, et puis je vous montre Splendeur et misère de Courtisane, de Balzac, qui est là. Donc là, ce qui s'affiche en vert, c'est les billes de Splendeur et misère de Courtisane, et vous voyez la transversalité de la représentation des catégories socio-professionnelles. Et on peut aussi observer la densité. Donc, on voit une très forte densité sur cette ligne qui sont les propriétaires et les rentiers. Donc, on va pouvoir utiliser ces paramètres. Je vous montre simplement celle-là, mais vous imaginez bien qu'il y a des romans qui sont plus aristocratiques ou plus bourgeois, puis il y a des romans qui vont représenter massivement certaines catégories et pas du tout d'autres. Et que ça, à terme, ça pourrait être quelque chose qu'on va utiliser, tout comme le genre des personnages. Mais je referme cette parenthèse et je rouvre ma boîte à monde pour vous présenter la dernière partie de notre méthode quantitative, qui est en fait la combinaison des 5 variables que je vous ai présentées en différents styles. Donc, en fait, dans l'analyse quantitative, en général, on distingue des variables primaires qui sont observables dans les données, c'est celles que je vous ai présentées, et des variables qu'on appelle synthétiques, qui ne sont pas observables dans les données, mais qu'on va faire apparaître en fusionnant des variables primaires. Et en fait, dans notre travail actuel, un style démographique, c'est une variable synthétique. C'est-à-dire que lorsque un roman a une certaine combinaison de valeurs, il a un style démographique. Tous les romans qui ont une structure chorale, variable numéro 1, une structure basse, variable numéro 2, et une structure dense, variable numéro 3, ont le même style démographique. Idem pour les autres catégories. Donc, c'est comme ça qu'on identifie pour le moment les styles. Alors, je vais vous présenter 6 styles assez rapidement, en retrouvant la boîte à monde. Je vais vous présenter ceux qui nous ont paru les plus saillants, les plus intéressants en termes d'analyse, mais aussi les plus répartis dans le corpus. On a d'abord un premier style qu'on appelle le ruban. Le ruban correspond à la combinaison structure chorale, structure basse et structure dense. C'est ce qu'on appelle, on utilise l'acronyme CBD, chorale, basse, dense, mais on a pris l'habitude d'utiliser des termes qui sont un petit peu plus graphiques, un petit peu plus visuels, comme ruban, même si la on n'est pas ravis du côté métaphorique de ruban, constellation et couronne. On trouvera peut-être mieux, mais pour l'instant, ça nous paraît. Mais bon, les acronymes sont très précis, mais on a choisi des termes un peu métaphoriques qui rendent compte de ce qu'on voit, en fait. Donc, en gros, la meilleure description possible, c'est l'acronyme, CBD. Et vu que c'est un petit peu rébarbatif, je vais vous parler de ruban, puis de couronne, puis éventuellement de constellation. Alors, qu'est-ce qu'un ruban? Un ruban, c'est un style qui est choral, bas et dense, dont un exemple assez clair est Aurélia de Nerval. Oh oui, mais il n'y a personne là-dedans. Il y a plus de gens, non?
Bon, Donc, vous voyez le ruban, hein. oui. C'est un style Les paysans. des paysans. Alors, je montre Balzac juste après. Ouais, remarque. Ce style-là, on le retrouve souvent dans les romans qui ont un narrateur interne omniprésent, hein, qui va prêter assez peu d'attention aux autres personnages et qui n'ont pas de héros en position dominante ou éventuellement une chorale, hein, de personnages primaires. En général, les démographies en ruban se concentrent sur les foules. Il y en a 15 dans le corpus et toutes présentent des foules. Et c'est aussi le style de, par exemple, Woman or Ida of Athens de Owenson, que je vais vous montrer. Vous voyez l'homologie stylistique avec ce qu'on a vu juste avant, hein. On a à nouveau un ruban et une chorale de personnages à faible occurrence, donc vraiment des structures très écrasées. Alors, deux autres styles démographiques peuvent être considérés comme des variantes de ce ruban. On les appelle des rubans hérocentrés bas ou des rubans hérocentrés haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans certains rubans, on a un héros qui vient malgré tout, hein, surplomber un petit peu le reste de la population, mais vraiment un héros et un seul. Ce héros peut être bas, c'est un premier style, le ruban hérocentré bas, ou haut, le ruban hérocentré haut. Le ruban hérocentré bas, un exemple très clair, c'est Simon de Nantua, de Jussieu, qui est là. Donc vous voyez qu'on retrouve tout à fait le ruban, mais que ce ruban est surplombé par quand même un héros, le ruban hérocentré, qui est en l'occurrence ici Simon de Nantua. Ce style, c'est aussi le style typique de Balzac. Beaucoup de ses romans sont des rubans hérocentrés bas. C'est le cas par exemple. J'en parlerai tout à l'heure, c'est pas le fait. D'accord. Alors, c'est aussi un style tout à fait balzacien. En termes de ruban hérocentré haut, on a en fait les mêmes caractéristiques, sauf qu'on a deux ensembles, la masse démographique, mais des héros ou éventuellement un couple héroïque qui sont très hauts, qui surplombent largement. Cela signifie qu'ils reçoivent une attention narrative disproportionnée par rapport au reste de la population, même si elle est très présente. Souvent, les rubans hérocentrés hauts sont semblent liés en tout cas au roman sentimental, puisque beaucoup affichent comme dans leur population primaire un couple qui peut être un couple d'amants, parfois de sœurs ou parfois de couples. Et ils ont généralement peu de personnages au cercle zéro. C'est une autre manière de dire que dans ce style démographique, peu de protagonistes méritent d'avoir un nom, sinon le couple principal. Alors, un exemple assez modéré, c'est la Tulipe noire de Dumas et Maquet. Donc, vous voyez à nouveau un ruban hérocentré, haut, avec un couple en position dominante et une faible densité de personnages au cercle zéro. Mais un exemple plus radical, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est Corinne de Madame de Staël, qui est là aussi un ruban, avec lui aussi une faible densité de personnages en cercle zéro, mais un couple de héros complètement surplombant. Donc vraiment le prototype du ruban hérocentré. Ces rubans représentent près de 30 romans du corpus. Ensuite, le quatrième style que je vais vous présenter, c'est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler des couronnes, qui correspondent à l'acronyme chorale, haute et dense. L'exemple prototypique. C'est le plus beau. Et celui qui esthétiquement nous parle le plus, c'est le Vicomte de Bragelonne de Dumas, que vous voyez ici à l'écran. Et vous comprenez l'appellation couronne, j'imagine. C'est des démographies qui sont abondamment peuplées par quantité d'anonymes, quantité de personnages nommés, mais qui présentent vraiment des structures chorales avec des cercles primaires, des cercles secondaires, des cercles tertiaires et parfois même des cercles quaternaires. On a de nombreuses couches de la population qui bénéficient d'une vraie attention narrative et qui en fait est proportionnellement répartie dans le récit, d'où ce motif un petit peu ascendant finalement de la couronne. Pardon. Donc elles ont la particularité d'avoir des strates intermédiaires vraiment complexes, à tel point qu'elles font parfois dysfonctionner le programme, qui n'arrive pas à déterminer qui sont les personnages primaires, les personnages secondaires dans ce type de roman. C'est aussi le style de deux romans dessous, qu'on montrera peut-être plus tard, ou que je peux montrer maintenant, si vous voulez. Oh ben, on peut les regarder. Ouais, on peut les regarder vite, ouais. C'est beau aussi. Donc, Eugène Sue, c'est que des couronnes. C'est magnifique. Ici, à l'écran, vous avez le juif errant. Ouais. Donc, qui coche effectivement toutes les caractéristiques. Hein. Il y a une forte homologie stylistique avec le Vicomte de Bragelonne, qu'on vient de voir. Et ici, vous avez les mystères de Paris, avec une légère asymétrie vers quelque chose de plus hérocentré, mais enfin quand même des structures assez complexes en termes de démographie interne. Donc voilà pour les couronnes. J'espère que l'appellation graphique vous parle. Et après vous avoir présenté les rubans hérocentrés bas, hauts et les couronnes, je voulais vous présenter deux styles qui sont plutôt clairsemés.
parce que les 4 dont je vous ai parlé sont des styles démographiques denses. Tous impliquent que la variable 3 soit dense. Mais on a aussi des styles démographiques basés sur les structures clairsemées. Et je vais vous en présenter 2 plus rapidement parce que je pense que vous avez un petit peu compris où est-ce qu'on voulait en venir avec cette idée. Disons que lorsque les structures sont clairsemées, on peut avoir des chorales, par exemple, qui sont basses, et ça donne ce qu'on appelle un petit peu visuellement des constellations. Vous allez voir que c'est un petit brouillard de personnages. Ça évoque vraiment une constellation, quelques planètes éparses, comme par exemple Ourika, de Claire de Duras, qui est là. Donc ça, c'est un exemple typique de constellation, vraiment, vraiment très basse. En un sens, chaque style est une variante d'un autre style et on pourrait très bien considérer ça comme une variante du ruban. Vous pouvez l'envisager ici, sauf que vraiment structurellement, c'est très différent. Mais en termes de variables, c'est plutôt un dérivé. Donc ça, c'est pour plutôt ce qu'on pourrait appeler la constellation. Et un autre type de style démographique clairsemé, c'est cette fois peut-être une constellation haute, dont je vais vous montrer un exemple. C'est des styles qui ont une structure chorale, qui gagnent en hauteur, qui répartissent donc l'attention narrative de manière égale mais proportionnée vers le haut, et qui figurent des constellations hautes. C'est un style qu'on retrouve exclusivement chez des auteurs et des autrices de langue anglaise, comme par exemple Jane Austen, William Thackeray ou George Eliot. Et je vais vous montrer, pour terminer sur cette présentation des styles, les 3 romans de George Eliot qu'on a dans le corpus, à savoir The Mill on the Floss. Donc là, vous voyez qu'on observe à nouveau ce qui pourrait paraître une couronne, mais que c'est structurellement très différent, puisque c'est vraiment clairsemé. J'y ajoute Romola, de George Eliot. Vous voyez l'homologie stylistique entre les 2 romans. Ou éventuellement Adam Bede, toujours de George Eliot. Et on a vraiment un auteur avec 3 styles démographiques similaires sur ces 3 romans. Donc voilà à peu près pour cette présentation des styles. On aurait pu en choisir d'autres, mais on s'est concentré sur ces 6-là parce qu'ils nous paraissent actuellement saillants. Ouais. Et puis, je pense, rendre la parole à Françoise qui va vous expliquer comment faire pour... Alors, 4e partie, l'analyse des quelques styles démographiques. Et je vais d'abord poser la question de savoir si les auteurs ont un style démographique et quels auteurs en ont et quels auteurs n'en ont pas. Alors, certains auteurs ont un style homogène et d'autres pas. Alors évidemment, ça ne porte que sur les auteurs dont on a examiné plusieurs œuvres. Il y a quelques auteurs dont on ne peut pas parler parce qu'on n'a examiné qu'une œuvre, par exemple Marie Dagou, Pigault Lebrun, etc. Alors, l'auteur dont la démographie est la plus homogène est Stendhal. À vrai dire, je m'en étais déjà rendu compte, même sans visualisation. Le style de Stendhal appartient à la catégorie des rubans hétérocentrés hauts, très hauts même, et très denses. Beaucoup de personnages nommés, beaucoup d'anonymes, beaucoup de groupes, beaucoup de foules. Mais la caractéristique dominante est le privilège énorme donné à un seul personnage. La Chartreuse de Parme, que vous voyez ici, est le roman de Fabrice, Le Rouge et le Noir est le roman de Julien. Avec plus de 1000 occurrences, il domine 1400 même pour Fabrice Del Dongo. Il domine très largement la population fictionnelle comme des soleils dans notre ciel virtuel. Les 2 femmes qui partagent leur faveur pèsent, en termes d'occurrence, au mieux la moitié d'eux, si ce n'est un tiers. Julien Sorel, 1118, Mathilde Lamolle, 503, Madame de Rênal, 414. Les écarts sont encore plus grands avec la Chartreuse, Fabrice Del Dongo, 1348, Célia, 306, la Sanseverina, 120. Un groupe très restreint de personnages entre 100 et 300 occurrences occupe le grade intermédiaire, 4 dans le Rouge et le Noir, 3 dans la Chartreuse, quasi personne, tandis que la plupart des personnages se massent dans les 2 strates inférieures. Une trentaine ont été cités entre 10 et 100 fois, une quarantaine entre 1 et 10 fois. Les anonymes, individus, groupes et foules, sont en revanche très nombreux. À part Corinne, qu'on va voir tout à l'heure, de Madame de Staël, c'est la structure la plus inégalitaire du corpus. Le mot n'est pas métaphorique.
Stendhal évite explicitement de nommer les petites gens. Julien Sorel a de nombreuses interrelations avec quelques-uns des 312 camarades du séminaire de Besançon, dont un petit séminariste tout jeune, je cite, hein, et un élève qui vit en odeur de sainteté. C'est aussi une citation. Mais aucun de ces petits paysans mal dégrossis n'est digne de recevoir un nom. D'ailleurs, l'auteur-narrateur commente à ce propos, je cite, « Mais à quoi bon nommer ses amis, ses ennemis? Tout cela est laid, et d'autant plus laid que le dessin est vrai. » Ainsi, dans les romans de Stendhal, contrairement à d'autres œuvres, celle de Hugo par exemple, les personnages à occurrence unique sont tous, sans exception, nobles. Dans Le Rouge et le Noir, par exemple, ces personnages à occurrence unique sont 23. Ils sont tous nommés dans des conversations ou font des apparitions dans le salon de la Mole. Ils sont des éléments du décor. Alors maintenant, je vais vous parler. Ils sont assez jolis, hein, ils sont assez nobles pour être nommés, mais pas beaucoup. Ça, c'est vraiment le style de Stendhal. Le style démographique de Balzac est très différent. Il est relativement homogène, même si, comme nous l'avons vu, le nombre de personnages de ses romans varie considérablement, hein, augmente entre 1829 et 1847. Ce sont des structures hétérocentrées basses, et c'est le cas en particulier, et ce sont voire des structures chorales en ruban, où aucun héros ne se détache des autres. C'est le cas des paysans et de la recherche de l'absolu. Ces populations sont plus ou moins denses, plus ou moins augmentées de foule, mais ce qui est remarquable, c'est qu'elles se ressemblent toutes par l'écrasement des personnages dans les strates inférieures du graphique. Alors, il y a deux exceptions majeures et assez différentes. Les illusions perdues, si on peut montrer les illusions perdues, alors qui n'a pas parce que le conte n'a pas été fait, hein, mais on voit très bien que c'est un roman qui est très hérocentré, hein, qui est très haut, parce que c'est le roman de Lucien de Rubempré, et Splendeur et misère des courtisanes, si on peut le montrer, qui présente une structure qui est presque une couronne. Lucien de Rubempré trônait seul dans Les Illusions perdues, avec 1751 occurrences, qui est monstrueux. C'est un score stendhalien, ultra stendhalien, mais il descend de son piédestal dans Splendeur et misère des courtisanes. Il n'a plus que 726 occurrences et il est talonné par Vautrin, qui en totalise 651. Tous les romans de Balzac sont construits très différemment de ces deux romans, Les Illusions perdues et Splendeur, et il privilégie une structure chorale. Alors, sans la montrer, parce que c'est peut-être pas très important, on l'a déjà vu, dans Les Chouans, par exemple, le personnage le plus souvent nommé, Marie de Verneuil, totalise 486 occurrences. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec Lucien de Rubempré à 1700 dans Les Illusions perdues. C'est un roman hérocentré bas, comme Eugénie Grandet, qu'on peut peut-être montrer. La recherche de l'absolu, on va montrer Eugénie Grandet, donc un héros un peu hérocentré, hein, il y a quand même, mais enfin, tout ça est très bas. Et on peut montrer aussi Le Lys dans la vallée, qui ressemble beaucoup à ça. On peut montrer aussi Le médecin de campagne, éventuellement. C'est très semblable. Dans ces romans, le héros se rapproche encore plus de la masse et n'est pas cité plus de 230 fois. Dans Le Lys de la vallée, l'héroïne de Morsoff, n'est citée que 146 fois et personne ne l'est plus qu'elle. La Rabouilleuse et les paysans, qui sont des romans l'un et l'autre très peuplés, ont des structures encore plus écrasées, vraiment en ruban. Alors, je voudrais montrer Les paysans de Balzac, où 8 personnages cohabitent à un étage assez bas, qui est la plus haute du roman, entre 100 et 250 occurrences, qui est très peu. Le personnage le plus cité est le vieux vendeur de bois, Grégoire Rigoux, suivi de près du comptable Gobertin, puis d'Émile Blondin, le journaliste narrateur,
de Michaud, le garde-chasse, et de 3 autres paysans. Le comte de Montcornet, qui est le propriétaire qui va être spolié par les paysans qui vont dépecer son domaine, n'arrive qu'en 8e position, et sa femme, qui est assez intéressante pour que Blondel plus tard l'épouse, arrive très loin derrière. Les structures en roman, comme c'est le cas ici, cassent la hiérarchie sociale et narrative des personnages. C'est en tout cas le cas dans ce roman. Quelle que soit l'idéologie conservatrice, voire réactionnaire des paysans, son style démographique est démocratique et même révolutionnaire. C'est d'ailleurs pas un hasard s'il a attiré l'attention de critiques marxistes comme Pierre Barberis. Alors, on va passer à complètement autre chose, les romans de Jane Austen, les 6 romans de Jane Austen et les 8 romans de George Sand, qui ont un style assez homogène. Ce sont des structures hérocentrées à la population clairsemée, avec peu de personnages nommés et pas de foule, ce qui est une caractéristique de la plupart des romans féminins. Tous les romans d'Austen sont construits de la même manière, des rubans clairsemés hérocentrés, plus ou moins hauts, dont l'héroïne est toujours une femme et qui est séparée des autres personnages, le plus nommé parmi eux, par plusieurs centaines d'occurrences. La structure démographique d'Emma et de Mansfield Park, qu'on peut montrer, de Jane Austen, est même strictement identique. Alors là, on a les deux. Hein, on a les deux là. Vous voyez, ça se superpose complètement. C'est exactement la même chose. Alors, disons que je ne veux pas être longue, mais si on décline Emma, Mansfield Park, Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Northanger Abbey and Persuasion, on a des personnages principaux qui sont inégalement nommés, hein, plus de 1000 occurrences pour Emma et 445 occurrences pour Persuasion, mais après on a toujours un écart très grand de 300 occurrences avec le deuxième personnage. Il y a toujours un très grand écart entre l'héroïne, c'est toujours une femme, et les personnages qui suivent. Alors, le style démographique de George Sand est un peu différent. Tout d'abord, les personnages féminins sont loin de dominer, à part dans Lélia et Indiana, où les personnages éponymes sont les plus cités, hein, Lélia et Indiana. Tous les autres romans privilégient des personnages masculins. Même dans La Petite Fadette, on se rend compte que c'est Landry Barbeau qui totalise le plus d'occurrences de son nom. Mais ni les héros ni les héroïnes, entre 400 et 500 occurrences, 580 pour Indiana, n'atteignent les sommets des personnages féminins de Jane Austen. De plus, les héros de Sand vont plutôt par 2 et généralement à peine une centaine d'occurrences les séparent. Pour toutes ces raisons, les romans de George Sand sont moins hérocentrés que ceux de Jane Austen. Cependant, les romans historiques de George Sand, comme Mauprat, Les Beaux Messieurs de Bois Doré, sont à la fois plus peuplés et plus clairement hérocentrés. Mauprat est toujours un ruban hérocentré qui n'est pas très haut, mais sa base de personnages anonymes et de groupes est très fournie. Quant aux Beaux Messieurs de Bois Doré, qu'on a déjà vus, ils forment quasiment une couronne, et George Sand est bien la seule autrice de tout notre corpus à concevoir une couronne, à concevoir quasiment une couronne. On ne vous cache pas qu'on a une préférence pour les couronnes. Je voyais une question, est-ce que les couronnes, c'est l'absence de hiérarchie entre les personnages? Non, pas du tout. Les couronnes, c'est simplement que toutes les strates sont peuplées. Hein, qu'il y a beaucoup de personnages entre 100 et 200, entre 200 et 400, entre 500 et 600, etc. C'est ça une couronne, ce n'est pas une absence de hiérarchie. Donc, George Sand, quand même, en conçoit une, pratiquement une, avec les Beaux Messieurs de Bois Doré. Alors, je n'ai pas le temps de passer en revue tous les romans, mais on peut dire que George Sand, Walter Scott, Alexandre Dumas, Eugène Sue ont des styles assez homogènes, ou très homogènes même. Mais il y a aussi des auteurs qui n'ont aucune homogénéité de style. Et c'est le cas de Trollope, par exemple, hein, dont tous les romans sont différents. On ne peut absolument pas trouver de rapport. Est-ce que tu veux montrer un exemple? Voilà un Trollope, voilà notre
trollope, voilà, c'est très différent. Il n'a pas de style démographique, ce monsieur. Alors, il ne vous intéresse pas. Alors, maintenant, assez rapidement, parce que le temps presse, me demander si les styles démographiques sont genrés. Alors, comme nous avons 53 romans féminins, mais je ne vais en examiner que 44 de 21 auteurs que vous ne connaissez certainement pas tous, Marie Dagout, Austen, Braddon, Charlotte Emily Bronte, de Duras, Cotin, Dacre, Eliot, Edgeworth, Gaskell, Gay, Sophie Gay, de Jean Lys, de Girardin, Gore, Porter, Sand, Shelley, de Souza, de Stella Owenson. Donc, on a quand même une belle diversité de romans féminins. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 63%, mais tout à l'heure, vous allez voir un résumé de ces chiffres, n'ont aucune foule. Il n'y a pas de foule. 63% des romans féminins n'ont pas de foule. 67% des romans féminins sont clairsemés. Seulement 10 romans, c'est-à-dire 36%, ont une structure chorale. 43% ont une structure basse. Il n'y a pas de couronne, sauf les beaux messieurs de bois doré, comme je vous l'ai dit. Tandis que... Alors, il y a évidemment des hommes qui écrivent comme des femmes. C'est Adolphe de Benjamin Constant et René de Chateaubriand. Ça ressemble beaucoup aux romans féminins de l'époque. Mais comme par hasard, il n'y a que dont on se souvient. Alors que quelqu'un comme Goethe trouvait que le plus beau roman qui ait jamais été écrit, c'était Anatole de Sophie Gay, par exemple. Mais on se souvient d'Adolphe, alors qu'il y en a 30 romans qui sont aussi bien qu'Adolphe, mais qui ne sont pas écrits par Benjamin Constant. Alors, donc, pour les hommes, il y a beaucoup plus de couronnes, mais pas tant que ça. Il y a 28 structures chorales, et c'est donc 43% du corpus. Et avec les structures hétérocentrées chorales, c'est 52% du corpus. 54% des romans écrits par des hommes sont denses et 55% des structures sont basses. Est-ce qu'on peut montrer le résumé du PowerPoint qui me paraît assez intéressant et montrer qu'effectivement, les hommes et les femmes ont des styles différents. Vous voyez qu'il n'y a pas il n'y a pas de différence significative entre haut et bas, mais il y a une énorme différence entre dense et clairsemé. Il y a une grande différence, je trouve, entre choral et hérocentré. Et ça, c'est la découverte que j'ai faite grâce à Aurélien. Je travaille depuis 7 ans là-dessus. Je ne m'étais jamais rendu compte que les romans écrits par des hommes étaient beaucoup plus choraux et les romans écrits par des femmes étaient plus hérocentrés. Ça, c'est pour moi une immense surprise. Donc, des couronnes ou pas, des foules ou pas, il y a beaucoup plus de foules, ça, évidemment, on peut s'en douter, pour les romans écrits par des hommes. Alors, j'en arrive à ma dernière partie, il est temps. C'est 3 cas d'études. Je vais vous donner 3 exemples et je conclurai. Alors, mon premier cas d'étude, c'est Corinne ou l'Italie, dont on vous a déjà parlé, de Germaine de Staël, 1807. C'est un roman qui a été un best-seller en son temps, qui a été beaucoup admiré, beaucoup imité, et qui peut être considéré comme un exemple paradigmatique du roman féminin de l'époque, avec sa caractéristique hérocentrée exagérée par rapport aux autres romans féminins. Il contient très peu de personnages nommés, 13, à quoi s'ajoutent 8 personnages qui sont dans les conversations, mais qui n'apparaissent pas. C'est donc un roman à 2 soleils, trônant à plus de 1000 occurrences, Corinne dominant légèrement Oswald. Un très grand vide au-dessus d'eux signale l'absence de personnages d'importance intermédiaire. Ils ne sont que 4 à occuper la tranche basse, 100-300, la sœur de Corinne, la femme d'Oswald, la mère de celui-ci, ainsi que 2 amis, un pour Corinne, un pour Oswald. Donc, c'est un petit personnel entièrement noble qui est dans la dépendance étroite des héros, mais pas n'importe quel héros. Toutes les femmes auteurs écrivent des romans dont le personnage principal est une femme, sauf on a vu George Sand.
mais aucune ne totalise. Alors, Emma, hein, on l'a vu, hein, je module, hein, il y a quand même Emma de Jane Austen. Hein. Donc, presque aucune, on va dire, et aucune en France en tout cas, ne totalise 1142 occurrences, hein, ce qui est à peu près l'importance narrative de Julien Sorel 3 décennies plus tard. Alors, par exemple, hein, pour comparer, l'éponyme Adèle de Sénange, roman à succès d'Adélaïde de Souza, est nommée 246 fois. La très narcissique Marie Dagou nomme son héroïne, elle aussi éponyme et qui lui ressemble beaucoup, 528 fois. La petite Fadette a droit à 411 occurrences, ce qui n'est pas mal, et Indiana, dans le roman de George Sand, 488. Mais dans un roman où presque personne n'est nommé, gratifier son héroïne de 1000 occurrences, plus de 1000 occurrences, c'est inédit. L'immense célébrité de Corinne tient sans doute à cette élévation de cette statue par la répétition de son nom. Alors, il y a aussi un certain nombre d'anonymes individualisés, vous le voyez, 74, qui est assez élevé par rapport au peu de personnages nommés, mais assez peu par rapport aux personnages qui sont fondus dans des groupes. Hein, en effet, vous voyez, les deux cercles des groupes et des foules sont très denses. Germaine de Staël ne se soucie pas de chiffrer ces groupes, à part 3000 Lazzaroni. Elle évoque plutôt l'Italie et les Italiens au moyen de groupes généraux. Il y a 125 groupes comme ça, sans précision de quantité. Il y a 20 foules, avec une petite tendance au copier-coller. On trouve en effet, dans un ordre différent, des marionnettes, des charlatans et des conteurs à Rome, à Naples et à Venise. Il y a des Lazzaroni dans toutes les villes. Ces traits reflètent le propos du roman, hein, qui est de raconter une histoire d'amour et de décrire l'Italie. Hein. Mais ça se solde par un immense écart et une attention narrative portée aux personnages, hein, ces deux héros confinés dans l'Empyrée, et le plus grand nombre des personnages qui basculent dans les abîmes de l'indétermination avec l'anonymat, l'agglomération, la fusion et la répétition. Alors, l'originalité quand même de ce roman est éclatante quand on essaye dans notre corpus de trouver une configuration comparable, d'autant plus que c'est un roman qui est très long. Hein. Sur tous les romans que nous avons, c'est le 34e en longueur. Alors, je vais maintenant vous parler d'un autre exemple étrange qui est le voyage en Icarie d'Étienne Cabet. Alors, le voyage en Icarie est typiquement ce que nous avons proposé d'appeler un ruban. Un gros ruban, vous voyez. Hein. Là, j'ai demandé à Aurélien de visualiser le nombre des anonymes, hein, pour que ça… Donc, sa structure est chorale et non hérocentrée, basse et dense. Le nombre de personnages nommés est faible. Ils sont 20 à participer à la diégèse, 29 qui sont nommés dans les récits, que font les personnages aux visiteurs pour lui expliquer l'histoire d'Icarie. Mais personne ne se détache vraiment du groupe. 6 personnages, dont un d'ailleurs n'est mentionné que dans le récit, hein, c'est le roi Icare, appartiennent à ce modeste groupe de têtes qui est entre 125 et 249 occurrences. On a 10 autres personnages qui sont cités entre 10 et 93 fois, mais ce roman comprend d'autres particularités. Certains personnages anonymes sont cités plus souvent que les personnages nommés. Le grand jugeur, 27 fois, le grand prévôt, 20 fois. Enfin et surtout, ce que montre la visualisation, c'est l'extraordinaire densité des anonymes. Si les personnages anonymes individualisés sont 96, ce qui n'est pas beaucoup par rapport au petit nombre de nommés, mais ce n'est pas beaucoup par rapport au groupe qui atteignent la somme astronomique de 52 957 182 personnages. Alors certes, on a 50 000 habitants d'un coup, mais les gros chiffres s'accumulent. On a 100 000 ouvriers qui fabriquent des meubles, on a 2500 jeunes filles qui travaillent comme modistes, on a 3000 jurés dans un tribunal. Lors d'une cérémonie, on a 60 cortèges de 4 ou 5 000 personnes chacun qui sont regardés par 100 000 citoyens. On a encore 168 groupes non nombrés,
et seulement 9 foules, mais on n'en a pas besoin parce que tout est foule dans ce roman. Alors, dans ce roman, vous voyez que l'abondance des anonymes, des groupes et des foules produit la marginalisation des individus. D'ailleurs, l'icarien Eugène, qui est deuxième en importance par le nombre d'occurrences, affirme d'ailleurs « Je ne tiens ni au nom ni aux personnes », à ce qui est significatif. Même si, en fait, il parle du suffrage universel dans ce contexte. Mais évidemment, on est tenté d'en faire presque la devise de ce roman. Je ne tiens ni au nom ni aux personnes. Le projet utopique suscite en effet le désir politique de la masse. Citation, « Voici une masse d'hommes qui veulent établir la communauté, une foule de démocrates. » Le roman témoigne en outre un intérêt pour la démographie et les statistiques. Sont mentionnées une peste qui aurait dépeuplé le pays. Il est question du repeuplement, de l'augmentation de la population grâce à son bon gouvernement. C'est grâce aux statistiques que ce gouvernement planifie au mieux les besoins et la production. L'avalanche de chiffres, qui est couplée au dédain affiché par les Icariens pour la littérature et les beaux-arts, traduit ce parti pris. Donc, j'ai voulu vous donner cet exemple pour vous montrer que le style démographique est à l'évidence porteur d'un projet politique et ici communiste. Alors, je vais terminer avec une comparaison entre la démographie de Notre-Dame de Paris et de Waverley de Walter Scott, puisqu'à mon avis, Hugo imite Waverley et il change tout dans l'histoire du roman, l'un et l'autre, en Angleterre et en France, à mon avis. Donc, l'examen de l'évolution de la démographie des personnages, on vous l'a dit et répété, montre une mutation très importante qui se marque dans les années 30 par l'augmentation du nombre des personnages par roman, l'allongement du volume de romans, qui est sans doute lié au mode de publication en feuilleton, et l'éviction des femmes, surtout en France, du marché du livre. Or, dans les deux corpus, l'œuvre qui illustre, incarne et sans doute contribue, si ce n'est produit, ce basculement, c'est en Angleterre Waverley, 1814, traduit en français en 1825, et en France Notre-Dame de Paris, 1831, qui d'ailleurs regorge d'expressions de mépris ironique à l'égard des lectrices du roman. Il est d'ailleurs vraisemblable que Hugo a voulu être avec ce roman le Walter Scott français. Alors, qu'en est-il de la démographie de ces personnages? Si leur structure diffère, c'est surtout sur le point suivant. Là où Waverley, on est sur Waverley là? Avec Waverley, le personnage de Waverley, avec 770 occurrences de son nom, c'est pas Julien Sorel, mais enfin bon, c'est quand même pas mal, 770, domine largement tous les personnages. Hugo, de façon tout à fait remarquable, ne donne de préférence nette à aucun des personnages qui constituent le groupe de tête. Et le voici. Ce groupe de tête est composé de 4 personnages. Chez Waverley, dans Waverley, il y a 5 personnages dans le groupe de tête avec Waverley. Il se situe entre 200 et 400 occurrences chez Hugo, entre 100 et 300, un petit degré en dessous, chez Scott. Alors, ce groupe est composé chez Hugo de qui, à votre avis? Vous allez être bien surpris. De 4 hommes, ce qui est inédit. Dans l'ordre, Claude Frollo, Pierre Gringoire, Quasimodo et Phébus de Chantepère. Notre-Dame de Paris partage avec le juif errant d'Eugène Sue cette caractéristique particulière de gratifier le méchant de l'histoire de la plus grande attention narrative. Peut-être le roman populaire, quelque chose comme ça. C'est le plus affreux qui est le plus nommé. Esmeralda, étonnamment, arrive très loin derrière, avec 76 occurrences. Alors, j'ai du coup compté aussi la bohémienne, par laquelle elle est désignée. Mais même avec la bohémienne, on n'arrive qu'à 143, loin derrière le carteron de tête masculin. Alors, on voit aussi qu'être nommé souvent ne garantit pas toujours d'être célèbre, puisque Pierre Gringoire, je pense, vous ne vous souvenez pas qui c'est, mais Esmeralda, oui. Bon, il y a eu Gina Lollobrigida aussi, donc bon, ça explique. Donc, chez Walter Scott,
le groupe de tête est composé de façon plus classique que chez Victor Hugo. Il comprend le héros éponyme, Waverley, la femme qu'il aime, le héros hors la loi et la sœur de celle-ci, qui pourrait aussi être aimée par le héros, donc qui est une rivale possible, qui est l'autre femme intéressante. Et enfin, le père de la jeune fille, qu'aime Waverley. Ça, c'est assez classique. Contrairement à plusieurs romans précédemment analysés, comme Corinne ou les romans de Stendhal, qui sont privés de classe intermédiaire, ces deux romans accordent à une trentaine de personnages, entre 10 et 100 occurrences, puis à un groupe encore plus nombreux, entre 50 ou 70 personnages, entre 2 et 9 occurrences. Mais ces deux romans partagent une caractéristique étonnante qui est encore accentuée chez Hugo, le très grand nombre de personnages qui ne sont nommés qu'une fois, une seule fois. 44 chez Scott, 124 chez Hugo. Et 69 si on compte que les personnages qui sont présents sur la scène de l'action. Alors, c'est une structure très pyramidale, sauf que chez Hugo, cette pyramide n'a pas de pointe. Et elle s'élargit encore à la base par de très nombreux anonymes, 131 chez Hugo et beaucoup aussi chez Walter Scott, je ne sais plus combien, mais des groupes, il y a quand même 10 300 personnages répartis dans des groupes chez Walter Scott et des foules, au moins 7 différences chez Hugo et à peu près autant chez Walter Scott. C'est bien la première fois dans les deux pays que des mondes aussi denses sont produits. Mais par certains aspects, au vu du petit nombre de personnages nommés suffisamment de fois pour être impliqués dans l'action, c'est-à-dire à partir de 10 occurrences et plus, si vous voulez. Il y en a 33 chez Hugo, 36 chez Scott. On peut se demander s'il ne s'agit pas de petits mondes déguisés en grands. C'est un peu des romans de transition, à mon avis. On a dans les deux romans le sentiment d'une profusion gratuite dans la nomination. Le plaisir d'inventer des patronymes écossais médiévaux n'est sans doute pas indifférent à cette débauche onomastique. Mais ce choix a bien sûr d'autres effets. Hugo, encore plus que Scott, a distribué à pleine main des noms à qui n'en a généralement pas. Les passants, les commères bavardant au coin de la rue, les étudiants turbulents, les notables qui défilent au palais de justice au début du roman. S'il est abusif de considérer que la hiérarchie narrative corresponde à des strates sociales, même chez Hugo, il y a des anonymes qui sont des ambassadeurs, il y en a même 48. Jacqueline Ronge-Oreille, François Chanteprune, Mathurine Girauroux et bien d'autres, nommés qu'une seule fois, sont des gens de rien et n'ont rien, justement, que leur nom. Des noms sonores, souvent dotés d'un signifié qui peut les rendre mémorables, comme si leur poéticité compensait leur modeste unicité. Notons aussi que les personnages qui n'apparaissent pas sur la scène de l'action est aussi étonnamment élevé, 129 personnages. Ils sont en grande partie historiques, ce qui élargit encore l'amplitude contextuelle du roman et augmente sa valeur épistémique. Même si chez Waverley, ils ne sont que 29, le nombre de personnages cités dans les conversations et se rapportant à un contexte historique ou culturel est une des grandes caractéristiques du style démographique de Scott. Il n'est donc pas impossible que la révolution démographique opérée par Hugo ait puisé sa source dans l'exemple fourni par Scott, mais il apporte plus loin en étêtant la pyramide, en densifiant la population à un point encore jamais atteint au XIXe siècle, il fera encore mieux avec Les Misérables, et en transformant la classique structure hérocentrée en structure chorale. Il clôt aussi la vogue du roman féminin français. Après cette date, aucune autrice française du XIXe siècle ne produira plus de best-sellers, ce qui n'est pas vrai des anglaises. C'est bien par tous ces aspects que les styles démographiques, encore une fois, sont des choix politiques. Alors, je conclurai sur 2 points. Le premier est de savoir s'il y a des styles démographiques plus démocratiques que d'autres. Encore faut-il s'entendre par ce que l'on entend dans ce contexte par démocratique. Nous avons eu tendance dans cette présentation à considérer que l'attention narrative
en tout cas celle manifestée par le nombre d'occurrences du nom, réparties sur plusieurs personnages, était plus démocratique que la focalisation sur un seul ou sur deux personnages séparés des autres par un écart très important. Cependant, quand ce roi soleil est une femme, il est difficile de ne pas y voir un geste novateur à portée politique. Cependant, du point de vue de Cabet, c'est plutôt l'anonymat des masses qui est démocratique, ce qui n'est sans doute pas compatible avec la poétique du roman. On peut en effet aussi estimer que le fait de donner un nom à des personnages qui auraient pu rester anonymes, c'est-à-dire dont la contribution à l'action est nulle, est un choix démocratique. Et c'est plutôt le parti que nous avons pris. Mais comme on l'a vu, il n'a pas la même portée selon le type de personnage concerné. Cela n'a pas le même sens chez Stendhal et chez Hugo. D'ailleurs, Hugo, La Couronne et Balzac, ruban hérocentré bas, représentent deux styles démographiques bien différents qui sont tous les deux identifiables à une sorte de démocratie littéraire. Il n'y a donc pas de lien systématique entre un certain style et une population qui nous paraîtrait traitée de façon plus égalitaire. Sans coupler cette analyse à des statistiques concernant le statut des personnages, comme l'a évoqué plus haut Aurélien, il n'est pas possible de tirer des conclusions précises. Le second et dernier point sur lequel je veux conclure est l'évaluation de l'utilité de ce que nous avons fait, de l'approche démographique assistée par un programme informatique permettant une visualisation des données. En ce qui me concerne, la visualisation des données a constitué un pas décisif dans mon projet et dans ma compréhension des potentialités de la démographie des personnages. J'avais théorisé la notion de style démographique, mais je n'avais pas beaucoup d'exemples à donner. Je n'avais aucune idée d'une typologie possible. Mon objectif serait désormais que chacun se demande, quand il aborde un texte littéraire, quel est son style démographique. Pour cela, bien sûr, il faut commencer par compter les personnages, c'est toute la difficulté. Mais il faut aussi disposer d'un Aurélien. Il faut disposer d'un programme comme celui qu'Aurélien a mis au point et que nous allons nous efforcer de perfectionner. Mais mon ambition serait aussi de le transformer en une application accessible à tous. Et peut-être que ça, ce n'est pas le plus difficile à faire, en fait. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et cela n'a évidemment de sens, si on se lance dans cela, que si ce genre d'exploration et ce genre de résultats suscitent un large intérêt, à commencer par le vôtre. Je suis donc impatiente de connaître vos réactions, vos questions, vos commentaires et savoir si ça vaut la peine qu'on continue.